Tous les manuels de science que tu as lus dans ta vie t'ont menti sur le système solaire. Ces petits schémas bien propres, avec les planètes alignées comme des billes, ce ne sont pas des simplifications, ce sont des mensonges. Parce que si tu réduis le Soleil à la taille d'un ballon de basket et que tu le poses sur le trottoir devant la gare de Lyon à Paris, la Terre devient un grain de sable à 15 mètres de là. Neptune se retrouve à 5 pâtés de maison, et le véritable bord du système solaire, le vrai bord, se situe à peu près à mi-chemin de Marseille. En 2024, une sonde qui traversait l'obscurité au-delà de Pluton a découvert quelque chose que personne n'avait prévu. Le système solaire ne s'arrête pas là où on le pensait. Il continue. Et ce qui se trouve au-delà est si vaste que l'objet le plus rapide que l'humanité ait jamais construit mettra 30 ans à le traverser. Ce soir, nous allons voyager de la surface de cette planète jusqu'à l'extrême limite du domaine du Soleil. Et à la fin, tu comprendras pourquoi tout ce qu'on t'a enseigné sur la taille de notre système solaire était faux. Maintenant, commençons. Ce soir, nous entreprenons le plus long voyage jamais tenté sur cette chaîne. Nous allons partir de la surface de cette planète et voyager jusqu'au bord le plus lointain de l'empire du Soleil. En chemin, nous traverserons des océans cachés, enfouis sous des lunes de glace. Nous regarderons 2 sondes mourir dans le silence de l'espace interstellaire, leur cœur de plutonium s'éteignant après presque 50 ans de service. Nous nous tiendrons au bord de la plus grande structure du système solaire, une coquille fantôme composée de milliers de milliards d'objets gelés qu'aucun télescope n'a jamais photographié. Et quand nous atteindrons la fin, tu comprendras quelque chose que la plupart des gens, y compris la plupart des scientifiques, se sont trompés pendant des décennies. Le système solaire n'a pas la taille qu'on t'a enseignée, pas même de loin. Ouvre n'importe quel manuel de science imprimé au cours des 50 dernières années et trouve le schéma du système solaire. Tu l'as vu 1000 fois. Le Soleil trône au centre, un cercle jaune. Autour de lui, les planètes sont disposées en rangs bien ordonnés. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, puis un petit espace pour la ceinture d'astéroïdes, puis Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Parfois, Pluton figure encore au bout. Les planètes sont représentées comme des billes à peu près régulièrement espacées. Peut-être que les planètes extérieures sont un peu plus éloignées, mais l'impression d'ensemble est nette, compacte, maîtrisable. Un quartier que tu pourrais parcourir à pied un dimanche après-midi. Ce schéma est un mensonge. Pas une simplification, pas une approximation, un mensonge. Et une fois que tu auras compris à quel point il déforme la réalité, tu ne regarderas plus jamais le ciel nocturne de la même façon. Faisons un exercice simple. Réduisons le Soleil à la taille d'un ballon de basket et posons-le sur le trottoir devant la Tour Eiffel. Dans ce modèle, à une échelle de 1 pour 10 milliards, le Soleil est une balle d'environ 14 cm de diamètre. Tu peux la tenir dans tes mains. Maintenant, où est la Terre? La Terre, dans ce modèle, est une minuscule tête d'épingle, une sphère d'à peine 1 mm de diamètre, et elle se trouve à environ 15 mètres du ballon de basket. C'est à peu près la largeur de l'avenue de Suffren. Déjà, la distance semble fausse. Le Soleil est un ballon de basket et la Terre est un grain de sable de l'autre côté de la rue. Mais continue de marcher. Mars est à 23 mètres du Soleil. Jupiter est à 78 mètres. Saturne est à 143 mètres. Uranus est à 287 mètres. Et Neptune, la dernière planète officielle, se trouve à 450 mètres du Soleil. C'est presque un demi-kilomètre. Tu as commencé avec un ballon de basket sur un trottoir, et maintenant tu te trouves au bout du champ de Mars, presque au niveau de l'école militaire, à regarder en arrière, et tu ne peux même plus voir le ballon de basket. Les planètes, les 8, sont des taches invisibles dispersées le long de ces pâtés de maison, séparées par absolument rien. Du trottoir vide, de l'air vide. Rien. Et ça, c'est juste Neptune. C'est juste le système solaire planétaire. La ceinture de Kuiper, cet anneau glacé de débris au-delà de Neptune, s'étend jusqu'à environ 750 mètres dans ce modèle. Et le nuage d'Oort, la véritable frontière extérieure du domaine gravitationnel du Soleil, s'étend dans ce modèle de quelques dizaines de kilomètres à des centaines de kilomètres.
Dans un modèle où le Soleil est un ballon de basket sur un trottoir parisien, le bord du système solaire se trouve à peu près à mi-chemin de Marseille. Il existe un site web qui s'appelle If the Moon Were Only One Pixel. Il a été créé par un designer nommé Josh Worth et il présente le système solaire à l'échelle dans ton navigateur. Tu fais défiler latéralement. Tu passes le Soleil, un cercle de pixels. Puis tu fais défiler et tu fais défiler et tu fais défiler à travers le noir. L'espace vide. Le néant. Des minutes entières de défilement avant d'atteindre la planète suivante. Et entre les planètes, dans le vide noir et mort, le site te laisse des messages. La majeure partie de l'espace, c'est juste de l'espace. Cette phrase à elle seule devrait t'empêcher de dormir. Maintenant, voici la partie qui rend tout cela personnel. Chaque schéma que tu as vu à l'école t'a donné l'impression que le système solaire était quelque chose de gérable. Quelque chose que tu pouvais saisir mentalement. Il t'a donné la fausse impression que les planètes sont voisines, que Mars est juste à côté, que Saturne est à un court trajet, que le bord du système solaire est quelque part là-bas, pas trop loin, accessible. Et c'est faux. Les distances entre les planètes sont si vastes qu'elles défient l'intuition humaine. Le vide entre elles est si total qu'il constitue l'écrasante majorité de ce qu'est réellement le système solaire. Le système solaire n'est pas une collection de planètes. C'est une collection de néants, avec quelques grains de matière éparpillés à des intervalles absurdes. Et en 2024, nous avons appris que le néant est encore plus grand qu'on ne le pensait. Une sonde nommée New Horizons traverse le système solaire externe depuis 2006. C'est la sonde qui nous a offert notre premier regard rapproché sur Pluton en 2015. Après Pluton, elle a continué de s'enfoncer dans la ceinture de Kuiper, survolant finalement un étrange objet en forme de bonhomme de neige appelé Arrokoth en 2019. Et tandis qu'elle volait, un instrument à bord, le compteur de poussière étudiant Venetia Burney, a continué de mesurer la quantité de poussière sur son passage. La poussière dans le système solaire externe provient des collisions entre les objets de la ceinture de Kuiper. Plus il y a d'objets, plus il devrait y avoir de poussière. Chaque modèle prédisait qu'au fur et à mesure que New Horizons dépasserait 50 unités astronomiques du Soleil, les niveaux de poussière devraient décliner. La ceinture de Kuiper était censée se terminer autour de cette distance. Les objets étaient censés se raréfier. La poussière était censée diminuer. Elle n'a pas diminué. Entre 45 et 55 unités astronomiques, les niveaux de poussière ont augmenté. Ils sont montés, pas descendus. Les mesures défiaient tous les modèles. Quelque chose se trouvait là-bas, au-delà de la limite supposée de la ceinture de Kuiper, produisant des collisions, générant de la poussière, peuplant une région de l'espace censée être vide. Alan Stern, le responsable scientifique de New Horizons, a déclaré que ces nouveaux résultats scientifiques pourraient bien être la première fois qu'une sonde spatiale découvre une nouvelle population de corps dans notre système solaire. Des observations depuis le sol, utilisant le télescope Subaru à Hawaï, ont confirmé la découverte. Des objets de la ceinture de Kuiper étaient trouvés à des distances de presque 90 unités astronomiques, bien au-delà de la limite classique à 50. La ceinture de Kuiper ne s'arrête pas là où les manuels disent qu'elle s'arrête. Elle pourrait s'étendre à 80 unités astronomiques ou au-delà. Il pourrait même y avoir une seconde ceinture entière, un anneau supplémentaire de débris glacés dont personne ne soupçonnait l'existence. Le système solaire vient encore de grandir. Et cela soulève une question qui semble simple, mais qui n'a pas de réponse simple. Quelle est la taille du système solaire? Qu'est-ce qui compte comme le système solaire? Est-ce la distance jusqu'à la dernière planète? Ça ferait 30 unités astronomiques. L'orbite de Neptune. Est-ce la ceinture de Kuiper, qui était autrefois 50 unités astronomiques, mais pourrait être maintenant 80 ou 90? Est-ce l'héliopause, la frontière où le vent solaire rencontre le milieu interstellaire, soit environ 120 unités astronomiques? Est-ce le nuage d'Oort, la vaste coquille sphérique d'objets glacés qui entoure tout et s'étend jusqu'à 100 unités astronomiques, peut-être 200 zéros? Ou est-ce la portée totale de l'influence gravitationnelle du Soleil, qui s'étend à environ 2 années-lumière dans toutes les directions? Selon la définition que tu utilises, le système solaire fait soit 60 unités astronomiques de diamètre,
soit 400 unités astronomiques de diamètre. C'est une différence de près de 7 zéros fois. C'est comme demander quelle est la taille de ta maison et recevoir des réponses allant de la cuisine au département entier. Ce soir, nous allons voyager de la surface de cette planète jusqu'au bord le plus lointain du domaine solaire. Et au moment où nous y arriverons, tu comprendras pourquoi la plupart des gens ont dramatiquement sous-estimé la taille de notre foyer. Mais avant d'aller vers l'extérieur, nous devons comprendre pourquoi même les distances à l'intérieur du système solaire, celles entre les planètes que tu as apprises à l'école, suffisent à rendre le voyage humain fonctionnellement impossible. La première étape de ce voyage, c'est la Lune. Elle a l'air proche, elle ne l'est pas. 384 km. C'est la distance entre la surface de la Terre et la surface de la Lune. Écrit ainsi, ça ne semble pas énorme, un nombre que tu peux dire en une seule respiration. Mais sentons-le. Aligne 30 terres en rang, bord à bord, comme des perles sur un fil. C'est l'écart entre ici et la Lune. 30 planètes entières. Les astronautes d'Apollo ont parcouru cette distance en 3 jours. 3 jours à l'intérieur d'une capsule de la taille d'une voiture, filant à travers le vide à des vitesses qui te tueraient instantanément si quoi que ce soit tournait mal. Et la Lune est la chose la plus proche de nous dans tout l'univers. C'est la première marche de l'escalier et elle prend déjà 3 jours à vitesse de fusée. Si tu conduisais une voiture jusqu'à la Lune à la vitesse autorisée sur l'autoroute, environ 130 km/h, le trajet prendrait environ 4 mois. Si tu marchais 8 heures par jour, il faudrait environ 9 ans. 9 ans de marche pour atteindre l'objet le plus proche dans l'espace. Et voici le détail qui compte pour tout ce qui suit. À la distance de la Lune, la vitesse de la lumière commence à poser problème. La lumière voyage à environ 300 km par seconde. À la distance de la Lune, un signal met 1,3 secondes pour y arriver. Tu dis bonjour à un astronaute sur la Lune et sa réponse arrive 2,6 secondes plus tard. C'est gérable. C'est une conversation avec un léger décalage, comme un mauvais appel vidéo. Mais la Lune est le dernier endroit du système solaire où ce genre de communication est possible. Après la Lune, le décalage grandit, et il ne cesse jamais de grandir. Mars est notre voisine d'à côté. En termes de système solaire, Mars est la maison de l'autre côté de la rue. Et Mars va te briser le cœur. Au plus proche, quand la Terre et Mars se trouvent du même côté du Soleil, la distance entre elles est d'environ 55 millions de kilomètres. Au plus loin, quand le Soleil se dresse entre elles, l'écart s'étire à plus de 400 millions de kilomètres. La distance moyenne est d'environ 225 millions de kilomètres. À cette distance moyenne, la lumière met 12 minutes et demie pour faire le trajet. Allez simple. Un signal envoyé depuis la Terre au rover Curiosity prend entre 3 et 22 minutes selon la position des planètes sur leurs orbites. Si quelque chose tourne mal avec le rover, quand le signal de détresse atteint la Terre, l'événement est déjà terminé depuis plusieurs minutes. Quand une commande corrective revient jusqu'à Mars, près de 3 quarts d'heure se sont peut-être écoulés. Il n'y a pas de communication en temps réel avec Mars. Il n'y a pas d'appel téléphonique, pas de visio, pas d'instruction d'urgence. Il n'y a que l'attente. En 2014, le rover Curiosity a tourné sa caméra vers le ciel et a photographié la Terre. Tout ce que tu as jamais connu, chaque personne vivante, chaque ville, chaque forêt, chaque océan, réduit à une vague tache bleuâtre dans un ciel extraterrestre. Un point. Voilà à quoi nous ressemblons depuis la planète d'à côté. Cette photographie est l'une des plus importantes jamais prises. Pas parce qu'elle est belle, même si elle l'est, parce qu'elle te dit la vérité sur l'endroit où tu vis. Tu vis sur un grain entouré de distances si grandes que même la lumière met des minutes à les franchir. Et Mars est proche. Maintenant, considère ce qu'il faut pour y aller réellement. La sonde Parker Solar Probe, lors de son passage au plus près du Soleil, atteint des vitesses d'environ 635 km/h. C'est l'objet le plus rapide que l'humanité ait jamais construit. À cette vitesse, tu pourrais voler de Paris à Toulouse en moins de 2 secondes. À cette vitesse, tu pourrais atteindre Mars au plus proche en environ 3 jours et demi. Mais aucun vaisseau habité ne peut voyager aussi vite. La sonde Parker atteint sa vitesse en tombant vers le Soleil,
échangeant de l'énergie potentielle gravitationnelle contre de la vitesse. Une mission habitée vers Mars ne peut pas faire ça. Les temps de trajet réalistes pour des astronautes en route vers Mars sont de 6 à 9 mois dans chaque sens. 6 à 9 mois dans un tube de métal exposé aux radiations cosmiques. Sans possibilité de réapprovisionnement, sans possibilité de secours, sans possibilité d'une conversation en temps réel avec qui que ce soit sur Terre. Et ça, c'est le trajet vers notre plus proche voisine planétaire. Au-delà de Mars se trouve la ceinture d'astéroïdes. Et c'est là que les films te mentent depuis des décennies. Chaque film de science-fiction montre la ceinture d'astéroïdes comme un champ dense de rochers qui se bousculent. Un parcours d'obstacles cosmiques où les vaisseaux esquivent et zigzaguent entre les blocs. Han Solo pilotant le Faucon Millennium à travers une grêle de pierres. Ça a l'air palpitant. La réalité est l'exact opposé. La ceinture d'astéroïdes s'étend d'environ 2,2 à 3,2 unités astronomiques du Soleil. Elle contient des millions d'objets, mais la distance moyenne entre deux astéroïdes quelconques est d'environ 1 million de kilomètres. 1 million de kilomètres de néant entre chaque rocher. Tu pourrais voler tout droit à travers la ceinture d'astéroïdes, les yeux fermés, les moteurs coupés, et les chances de heurter quoi que ce soit seraient astronomiquement faibles. La NASA l'a fait. De nombreuses sondes ont traversé la ceinture sans même tenter de manœuvre d'évitement. Non pas parce que les pilotes étaient courageux, parce qu'il n'y avait rien à esquiver. La masse totale de la ceinture d'astéroïdes, tous les millions d'objets combinés, représente environ 4% de la masse de la Lune. 4%. La ceinture d'astéroïdes n'est pas un mur, ce n'est pas une barrière. C'est un désert, avec quelques grains de sable éparpillés, séparés par des gouffres d'espace vide. Mais elle marque une frontière psychologique. Au-delà de la ceinture, tu quittes les planètes rocheuses intérieures. Tu entres dans le royaume des géantes gazeuses. Et les distances vont cesser d'être grandes pour devenir absurdes. Le système solaire intérieur, tout depuis le Soleil jusqu'à la ceinture d'astéroïdes, couvre environ 525 millions de kilomètres. Déjà une distance incompréhensible. Mais le système solaire intérieur, c'est le Porsche. La partie du système solaire à laquelle la plupart des gens n'ont jamais pensé, la partie au-delà de la ceinture d'astéroïdes, c'est là que la véritable échelle commence à se révéler. Jupiter se trouve à 5,2 unités astronomiques du Soleil. La lumière met entre 33 et 54 minutes pour voyager entre la Terre et Jupiter, selon les positions orbitales. Saturne est à 9,5 unités astronomiques, Uranus à 19,2, Neptune à 30. Chaque pas vers l'extérieur double à peu près la distance du précédent. Les écarts entre les planètes croissent de manière exponentielle, et à chaque étape, la communication devient plus difficile, les temps de voyage plus longs, l'isolement plus complet. Jupiter, la plus grande planète du système solaire, le roi gravitationnel, cache dans ses lunes des secrets qui pourraient réécrire l'histoire de la vie elle-même. Parce que sous la glace d'une petite lune, il y a un océan contenant 2 à 3 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Et en ce moment même, une sonde de la taille d'un terrain de basket traverse le système solaire pour y chercher des signes de vie. Elle a quitté la Terre en octobre 2024. Elle n'arrivera qu'en 2030. 6 ans de vol à travers le néant pour atteindre une lune où quelque chose d'extraordinaire pourrait se cacher sous la glace. Europe est une lune de Jupiter. Elle est légèrement plus petite que notre propre lune. Sa surface est une coquille de glace, craquelée et striée de lignes brun rougeâtres qui s'étirent sur des milliers de kilomètres. Elle ressemble à un œuf fêlé. Et sous cette coquille, enfouie sous 15 à 25 kilomètres de glace, se trouve un océan global d'eau salée qui contient 2 à 3 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Réfléchis à ça. Une lune plus petite que la nôtre, en orbite autour d'une géante gazeuse à presque 100 millions km/h de distance, cachant plus d'eau que chaque goutte sur notre planète entière. L'Atlantique, le Pacifique, l'Indien, l'Arctique, tous combinés et puis doublés. C'est l'océan d'Europe, et il est là depuis des milliards d'années, brassant dans le noir. Le 14 octobre tutti disimi, la NASA a lancé Europa Clipper. C'est la plus grande sonde que l'agence ait jamais construite pour une mission planétaire.
Quand ses panneaux solaires et ses antennes sont entièrement déployés, elle s'étend sur plus de 30 mètres. Elle transporte 9 instruments scientifiques et une expérience gravitationnelle. Elle est conçue pour répondre à une seule question. Europe pourrait-elle abriter la vie? La sonde n'arrivera à Jupiter qu'en avril 14, presque 6 ans de voyage. En chemin, elle a utilisé Mars pour une assistance gravitationnelle en mars 14, testant avec succès son instrument radar de pénétration des glaces en faisant rebondir des signaux sur la surface martienne. En décembre 1426, elle passera près de la Terre pour une seconde assistance gravitationnelle avant la longue dernière étape vers Jupiter. Une fois là-bas, elle n'orbitera pas directement autour d'Europe. Les ceintures de radiation de Jupiter grilleraient son électronique en quelques semaines. À la place, elle orbitera autour de Jupiter sur de longues boucles qui la rapprocheront d'Europe 49 fois. Certains passages aussi bas que 26 km au-dessus de la surface. Assez près pour que, si tu te tenais sur Europe, la sonde occupe une portion significative de ton ciel. Le radar sondera sous la glace. Les spectromètres analyseront la chimie de surface. Un instrument thermique cartographiera les signatures de chaleur qui pourraient indiquer où l'océan rencontre la glace par en dessous. La mission est la chasse la plus ambitieuse à la vie extraterrestre depuis que nous avons commencé à explorer Mars. Mais même au moment où Europa Clipper était en cours de lancement, le tableau scientifique se compliquait. En décembre 2025, une étude publiée dans Nature Astronomy, utilisant les données de la sonde Juno, suggérait que la coquille de glace d'Europe pourrait être plus épaisse que ne l'espéraient les scientifiques, réduisant potentiellement l'interaction entre l'océan et la surface. Si la glace est trop épaisse, les nutriments de la surface pourraient ne jamais atteindre l'eau en dessous. Un océan avec de l'eau mais sans chimie est juste un réservoir sombre et froid. Puis en janvier 2026, Paul Byrne, de l'Université Washington à Saint-Louis, publia une étude dans Nature Communications arguant que le fond marin d'Europe pourrait être géologiquement calme. Le réchauffement de marée qui était censé alimenter des sources hydrothermales sur le fond océanique, le même type de sources qui entretiennent des écosystèmes entiers dans les profondeurs des océans terrestres, pourrait ne pas être assez puissant. L'énergie ne semble tout simplement pas suffisante pour soutenir la vie, du moins aujourd'hui. Si le fond marin est froid et mort, écrivit Byrne, il pourrait ne pas y avoir de source d'énergie pour alimenter la biologie dans l'océan au-dessus. Mais dans ce même mois, une autre équipe de chercheurs offrit un contrepoint. Ils trouvèrent que la glace salée et riche en nutriments à la surface d'Europe peut devenir suffisamment lourde pour se détacher et couler à travers la coquille de glace, transportant potentiellement des produits chimiques nécessaires à la vie vers l'océan en contrebas. La glace elle-même pourrait livrer les ingrédients. Pas du bas vers le haut par des bouches volcaniques, du haut vers le bas par de la glace dense qui s'enfonce. Le débat est grand ouvert. Nous ne savons pas si Europe est vivante. Nous ne savons pas si son océan est un berceau ou un cercueil. C'est pour cela qu'Europa Clipper existe. Et Europe n'est pas le seul monde-océan du système solaire externe. Titan, la lune de Saturne, est la seule lune du système solaire dotée d'une atmosphère épaisse. De la pluie de méthane tombe de son ciel orange. Des lacs d'hydrocarbures liquides s'accumulent à sa surface, reflétant la faible lumière d'un soleil qui n'est guère plus qu'une étoile brillante à cette distance. Pendant des années, les scientifiques ont cru que Titan abritait un océan souterrain global d'eau liquide sous sa croûte glacée. Mais en décembre 2029, une étude publiée dans Nature réanalysa les données de la sonde Cassini et porta un coup. L'intérieur de Titan pourrait ne pas contenir d'océan liquide global du tout. Au lieu de cela, il semble être plutôt constitué d'une bouillie glacée avec seulement des poches dispersées de liquide. Pas la vaste mer cachée que les scientifiques avaient imaginée. La NASA a aussi une mission qui s'y rend. Dragonfly est un aéronef, un drone à 8 rotors, qui volera dans l'épaisse atmosphère de Titan, bondissant de site en site, échantillonnant la chimie de surface. Il emporte un sismomètre pour écouter l'intérieur de Titan. Il devrait arriver en 2029. Presque une décennie à partir de maintenant. Et puis, il y a Encelade, la petite lune de Saturne, d'à peine 500 km de diamètre, qui a stupéfié le monde quand la sonde Cassini a traversé des geysers de glace d'eau jaillissant de son pôle sud. Encelade projette son océan dans l'espace.
Cassini a traversé ces panaches et les a goûtés. Elle y a trouvé de l'eau, du sel, de la silice, de l'hydrogène moléculaire et des molécules organiques complexes. Tout ce dont un microbe aurait besoin. Encelade est peut-être l'endroit le plus prometteur pour chercher la vie dans tout le système solaire. Et il n'y a aucune mission approuvée pour y aller. Pas une seule. La cible la plus alléchante du système solaire se trouve à 9,5 unités astronomiques du Soleil. Derrière un fossé de vide si vaste que simplement l'atteindre demande des années de planification et des milliards d'euros. Voilà les mathématiques cruelles du système solaire externe. Les endroits les plus passionnants, les endroits où la vie pourrait réellement exister en ce moment même, sont si éloignés que les visiter nécessitent des missions sur une décennie et des sondes qui coûtent plus que les budgets annuels entiers de nombreux pays. Europe est à 5,2 unités astronomiques. La lumière met jusqu'à 52 minutes pour l'atteindre. Une sonde met 6 ans. Encelade est encore plus loin. La distance n'est pas seulement un inconvénient, c'est un mur de prison. Elle nous sépare de réponses qui pourraient changer tout ce que nous comprenons sur la biologie, sur l'univers, sur la question de savoir si nous sommes seuls. Et ces mondes océans, aussi extraordinaires soient-ils, existent encore dans ce que les astronomes appellent le système solaire intérieur. La région où la lumière du Soleil est au moins faiblement visible. La région où les planètes sont gravitationnellement ordonnées, suivant des orbites bien comprises. Au-delà de Neptune, au-delà de la dernière planète, le système solaire entre dans une région si vaste et si vide que le Soleil lui-même commence à ressembler à une simple étoile parmi d'autres. Et en 2024, une sonde déjà là dehors, plus loin du Soleil que Pluton ne l'est jamais, a découvert quelque chose que personne n'avait prévu. Le système solaire ne s'arrête pas là où on le pensait, il continue. Et ce qui se trouve au-delà est plus grand que tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici. Réunis. Neptune orbite le Soleil à 30 unités astronomiques. Cela signifie qu'il est 30 fois plus loin du Soleil que la Terre. La lumière met plus de 4 heures pour l'atteindre. La sonde Voyager 2, le seul objet fabriqué par l'homme à avoir jamais visité Neptune, a mis 12 ans pour y parvenir. Neptune est la dernière planète. Au-delà, le système solaire devient autre chose entièrement. Il cesse d'être un arrangement ordonné de mondes et devient une frontière. La ceinture de Kuiper commence à l'orbite de Neptune et s'étend vers l'obscurité. C'est un vaste anneau de débris glacés, les restes gelés de la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Pluton est l'objet le plus célèbre de la ceinture de Kuiper, mais il n'est qu'un parmi des milliers. Eris, légèrement plus massif que Pluton, orbite encore plus loin. Makemake, Quaoar, Sedna, chacun un petit monde gelé dérivant dans un silence si profond qu'il est presque inimaginable. La distance moyenne de Pluton au Soleil est de 39 unités astronomiques. À son point le plus éloigné, il oscille jusqu'à 49. Quand New Horizons atteignit Pluton en juillet 2015, après un voyage de 9 ans et demi, elle révéla un monde que personne n'avait prévu. Des montagnes de glace d'eau, certaines s'élevant de 3,5 km au-dessus de la surface. Un vaste glacier en forme de cœur de diazote gelé, appelé Sputnik Planitia, un 0 km de large, s'écoulant lentement comme un glacier sur Terre, mais fait de glace d'azote au lieu de glace d'eau. Un fin voile d'atmosphère, bleu quand le soleil l'éclaire par derrière. Pluton n'était pas une boule morte et gelée. C'était un monde complexe, géologiquement actif, avec plus d'activité que quiconque ne l'avait prédit. Après Pluton, New Horizons a continué de voler. Le janvier 2019, elle atteignit un objet de la ceinture de Kuiper appelé Arrokoth. Arrokoth se révéla être un binaire de contact. Deux lobes arrondis doucement pressés l'un contre l'autre comme un bonhomme de neige. C'est l'objet le plus distant jamais exploré de près par une sonde humaine. Il est petit, environ 35 km de long. Il est ancien, probablement inchangé depuis les tout premiers jours du système solaire. Et il est totalement seul. Dérivant dans un vide si vaste que le voisin connu le plus proche est à des millions de kilomètres. Mais c'est ce que New Horizons a trouvé après Arrokoth, qui a changé la conversation sur la taille du système solaire.
Le compteur de poussière étudiant Venetia Burney, un instrument conçu et construit par des étudiants de l'Université du Colorado à Boulder, avait mesuré les niveaux de poussière tout au long de la mission. Quand New Horizons a dépassé 45 unités astronomiques, les modèles prédisaient que les niveaux de poussière devaient décliner. La sonde était censée laisser la ceinture de Kuiper derrière elle. Les objets glacés étaient censés se raréfier. Les collisions qui produisaient de la poussière étaient censées devenir plus rares. Au lieu de cela, entre 45 et 55 unités astronomiques, les niveaux de poussière sont montés. L'instrument a enregistré des flux plus élevés que prévu. Pas plus bas, quelque chose se trouvait là, peuplant une région de l'espace censée être vide, générant des collisions, produisant des débris. Les résultats furent publiés dans The Astrophysical Journal Letters en février 2014. Dans le même temps, des observateurs au sol, utilisant le télescope Subaru à Hawaï, découvraient des objets de la ceinture de Kuiper à des distances bien au-delà de la frontière supposée. Des objets étaient trouvés à presque 90 unités astronomiques, presque le double de la frontière classique, à 50. Les implications étaient vertigineuses. Soit la ceinture de Kuiper s'étend bien au-delà de ce que quiconque avait calculé, atteignant 80 unités astronomiques ou plus, soit il existe une seconde ceinture entière. Toute une population supplémentaire d'objets glacés orbitant dans un anneau dont personne ne soupçonnait l'existence. Jusqu'à ce qu'un instrument construit par des étudiants, sur une sonde à laquelle plus presque personne ne prêtait attention, capte le signal. New Horizons devrait avoir assez d'énergie et de propergol pour fonctionner jusqu'aux années 2040, à des distances au-delà de 100 unités astronomiques. Si la sonde survit aussi longtemps, elle pourrait potentiellement détecter la transition de la poussière de la ceinture de Kuiper à la poussière interstellaire, le point où les matériaux de notre système solaire cèdent la place aux matériaux d'autres étoiles. Nous ne savons pas où se trouve cette frontière. Nous ne l'avons jamais mesurée directement. Et il y a un dernier objet qui mérite d'être mentionné ici, parce qu'il nous dit quelque chose sur ce qui se cache dans les ténèbres encore plus profondes au-delà de la ceinture de Kuiper. En 2014, des astronomes ont découvert une comète. Sa désignation est C/2014 UN-271, mais elle est mieux connue sous le nom de comète Bernardinelli-Bernstein, nommée d'après les deux chercheurs qui l'ont identifiée. C'est la plus grande comète du nuage d'Oort jamais trouvée. Son noyau mesure approximativement 140 km de diamètre. C'est plus de 10 fois la taille de la plupart des comètes connues. C'est une montagne de glace, une relique gelée des confins les plus lointains du système solaire, tombant lentement vers l'intérieur sur une orbite qui met des millions d'années à se boucler. En juin 2029, le réseau de radiotélescopes ALMA, l'Atacama Large Millimeter Array, détecta du monoxyde de carbone moléculaire s'échappant de la comète Bernardinelli-Bernstein à une distance de 16,6 unités astronomiques du Soleil. C'était la première détection directe d'activité moléculaire sur une comète à une si grande distance. La comète était déjà active, dégageant déjà du gaz, alors qu'elle se trouvait encore bien au-delà de l'orbite de Saturne. Cet objet a commencé son voyage depuis le nuage d'Oort il y a des milliers, peut-être des millions d'années. C'est un messager, un ambassadeur gelé des confins les plus lointains du domaine solaire. Et il est énorme. La ceinture de Kuiper, même dans sa forme nouvellement étendue, est encore relativement proche du Soleil en termes cosmiques. Elle existe entre 30 et peut-être 90 unités astronomiques. Mais au-delà se trouve une région si vaste qu'elle éclipse tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici. Une coquille sphérique de milliers de milliards d'objets glacés s'étendant jusqu'à 100 unités astronomiques ou plus. Une région si grande qu'elle s'étend sur un quart du chemin jusqu'à l'étoile la plus proche. Et nous ne l'avons jamais vue. Nous n'avons jamais photographié un seul objet en son sein. Nous ne savons qu'elle existe que grâce aux comètes qu'elle nous envoie occasionnellement. Comme des bouteilles à la mer lancées depuis les profondeurs, c'est la plus grande structure du système solaire, et de loin. Et elle est complètement invisible. En 1950, un astronome néerlandais nommé Jan Oort étudiait les orbites des comètes à longue période. Ces comètes qui mettent de milliers ou même des millions d'années à boucler une seule orbite autour du Soleil. Elles arrivent de toutes les directions,
Pas seulement du plan plat où orbitent les planètes. Elles arrivent d'en haut, d'en bas, de côté, à des angles qui ne font aucun sens géométrique si l'on suppose qu'elles proviennent de la ceinture de Kuiper, qui est un disque plat. Oort comprit que ces comètes devaient venir d'ailleurs, d'un endroit sphérique, d'un endroit énorme. Il proposa que le système solaire est entouré d'une vaste coquille d'objets glacés. Un nuage de milliers de milliards de corps gelés s'étendant bien au-delà des planètes, bien au-delà de la ceinture de Kuiper, atteignant la limite même de l'influence gravitationnelle du Soleil. Il s'appuyait sur les travaux antérieurs de l'astronome estonien Ernst Öpik, qui avait proposé une idée similaire dès 1932. La structure devint connue sous le nom de nuage d'Oort. Les chiffres sont difficiles à appréhender. La bordure intérieure du nuage d'Oort commence à environ 20 unités astronomiques du Soleil. La bordure extérieure s'étend jusqu'à 100 unités astronomiques. Peut-être 200 000. À 100 unités astronomiques, le nuage d'Oort atteint approximativement 1,6 années-lumière du Soleil. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, est à 4,24 années-lumière. Le nuage d'Oort s'étend à environ 40% du chemin. Laisse ça reposer un moment. Le système solaire, si tu le définis par le nuage d'Oort, n'est pas un petit disque autour d'une étoile. C'est une sphère d'environ 3 années-lumière de diamètre. 3 années-lumière. La lumière, la chose la plus rapide de l'univers, met 3 ans pour le traverser. Et ce n'est pas de l'espace vide, c'est de l'espace rempli, aussi faiblement soit-il, de milliers de milliards d'objets gelés. Chacun un vestige de la formation du système solaire. Chacun orbitant le Soleil si lentement et à des distances si colossales qu'ils existent dans une obscurité presque parfaite et un froid presque absolu. Les objets du nuage d'Oort sont trop petits, trop sombres et trop éloignés pour être vus par n'importe quel télescope jamais construit. Aucun objet du nuage d'Oort n'a jamais été directement observé, pas un seul. Nous savons que le nuage d'Oort existe grâce aux comètes qu'il envoie vers l'intérieur. Des comètes à longue période, dont les trajectoires orbitales, quand on les retrace en arrière, pointent vers cette coquille lointaine. Occasionnellement, une étoile qui passe ou une force de marée de la galaxie elle-même pousse l'un de ces objets hors de son orbite ancestrale et l'envoie tomber vers le Soleil. Cela prend des millions d'années. Quand il arrive, il fleurit brièvement en comète avec une queue, fait un seul passage hurlant autour du Soleil, puis soit repart dans les profondeurs, soit est détruit. Sedna, découverte en 2003, possède l'une des orbites les plus extrêmes de tout objet connu du système solaire. Au plus près du Soleil, Sedna s'approche à environ 76 unités astronomiques. Au plus loin, elle s'éloigne à environ 900 unités astronomiques. Sa période orbitale dépasse 11 ans. Sedna passe la majeure partie de sa vie dans l'obscurité et le silence absolu. Si loin du Soleil que notre étoile est à peine distinguable des autres étoiles dans le ciel. Elle est considérée comme un candidat du nuage d'Oort intérieur. Un corps qui orbite dans la zone de transition entre la ceinture de Kuiper et le véritable nuage d'Oort. En 2025, un article de recherche suggéra que le nuage d'Oort intérieur, parfois appelé le nuage de Hills, pourrait avoir une structure en spirale plutôt que la simple forme de donut que les scientifiques avaient supposée. Si c'est vrai, l'architecture du nuage d'Oort est encore plus complexe que nous ne l'imaginions. Une galaxie spirale de glace entourant le Soleil, invisible, immense, entièrement non cartographiée. Et voici le fait qui rend le nuage d'Oort véritablement terrifiant en termes d'échelle. Voyager 1, l'objet le plus distant jamais fabriqué par l'homme, se trouve actuellement à environ 166 unités astronomiques du Soleil. Elle voyage depuis presque 49 ans. Elle se déplace à approximativement 61-200 km/h. Et la bordure intérieure du nuage d'Oort commence à 20 unités astronomiques. Voyager n'atteindra pas la bordure intérieure du nuage d'Oort avant 300 ans. 300 ans de vol à 61 km/h, juste pour toucher le début de la coquille fantôme. Et la bordure extérieure? Voyager ne traversera pas le nuage d'Oort extérieur avant 30 ans. 30 ans. C'est plus long que toute l'histoire enregistrée de l'humanité.
Les peintures rupestres de Lascaux, en Dordogne, datent d'environ 1700 ans. Elles comptent parmi les plus anciennes œuvres d'art qui nous soient parvenues. Quand Voyager sortira du nuage d'Oort, en supposant qu'elle survive jusque-là comme un morceau de métal mort et non alimenté dérivant dans le vide, la civilisation humaine sera méconnaissable, ou elle aura disparu entièrement. Le nuage d'Oort est la véritable frontière du système solaire. Aucune technologie humaine actuellement prévue ou même sérieusement proposée ne l'explorera jamais. C'est trop loin, trop vaste, trop vide. Les distances sont simplement trop grandes pour tout système de propulsion que nous pouvons actuellement concevoir. Et pourtant, le nuage d'Oort fait partie de notre système solaire. Il appartient au Soleil. Chaque corps gelé en son sein est gravitationnellement lié au Soleil, orbitant lentement, patiemment, dans le noir. Le système solaire ne fait pas 30 unités astronomiques de large, pas 50, pas 90. Il fait potentiellement 200 unités astronomiques de diamètre. Une sphère s'étirant sur 3 années-lumière de diamètre, contenant des milliers de milliards d'objets invisibles nous entourant dans toutes les directions. Et en ce moment, pour la première fois, nous sommes sur le point de cartographier la frontière entre l'influence du Soleil et le reste de la galaxie. Parce qu'en septembre 2025, la NASA a lancé une sonde spécifiquement conçue pour répondre à une question. Où notre système solaire finit-il vraiment? Et à quoi ressemble le mur? Le Soleil n'est pas juste une boule de lumière, c'est un moteur. Chaque seconde, il convertit environ 620 millions de tonnes métriques d'hydrogène en hélium par fusion nucléaire. L'énergie libérée dans ce processus rayonne vers l'extérieur sous forme de lumière et de chaleur. Mais le Soleil produit aussi autre chose, un vent. Le vent solaire est un flux continu de particules chargées, principalement des protons et des électrons, s'écoulant vers l'extérieur depuis la couronne du Soleil à des vitesses entre 350 et 750 km par seconde. Ce vent ne s'arrête pas aux planètes. Il ne s'arrête pas à la ceinture de Kuiper. Il s'écoule vers l'extérieur pendant des milliards de kilomètres, emportant le champ magnétique du Soleil avec lui, gonflant une vaste bulle autour de l'ensemble du système solaire. Cette bulle s'appelle l'héliosphère. À l'intérieur de l'héliosphère, le champ magnétique du Soleil domine. C'est le territoire du Soleil, le royaume électromagnétique du Soleil. À l'extérieur de l'héliosphère, tu es dans l'espace interstellaire, le territoire de la galaxie. Un régime entièrement différent, dominé par les champs magnétiques et les particules chargées d'autres étoiles et du milieu interstellaire général. La frontière entre les deux s'appelle l'héliopause. Elle se situe à environ 120 unités astronomiques du Soleil, bien que sa position exacte varie en fonction de l'activité du Soleil et de la pression du milieu interstellaire qui la pousse. L'héliosphère n'est pas une sphère parfaite. Le Soleil se déplace à travers la galaxie à environ 230 km par seconde. Ce mouvement comprime l'héliosphère sur le bord d'attaque, le côté faisant face à la direction dans laquelle le Soleil voyage, et l'étire à l'arrière, créant une forme plus proche d'une manche à air ou d'une queue de comète que d'une balle. La bulle respire avec le cycle d'activité de 11 ans du Soleil, se dilatant et se contractant à mesure que le vent solaire se renforce et s'affaiblit. Et pour la première fois, nous avons maintenant une sonde conçue spécifiquement pour cartographier cette frontière en détail. Le 24 septembre au Tidmouth-Sigont, la NASA lança la sonde IMAP, l'Interstellar Mapping and Acceleration Probe, à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9 depuis le centre spatial Kennedy. IMAP voyagea jusqu'au point de Lagrange L1, un point gravitationnellement stable situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre en direction du Soleil, où elle arriva le 10 janvier au Tidmouth-6. Sa mission scientifique primaire de 2 ans commença officiellement le février au Tidmouth-6. Pierre-Simon de Laplace, le grand mathématicien et astronome français du Millionocieux-le-Tous, avait été l'un des premiers à concevoir le système solaire comme un système mécanique gouverné par la gravité. Sa mécanique céleste avait posé les fondations mathématiques de notre compréhension des orbites, des perturbations, des forces qui maintiennent le système solaire en équilibre. Mais même Laplace, avec toute sa clairvoyance,
n'aurait pas pu imaginer que le système solaire possédait un mur. Une frontière physique où l'influence du Soleil cesse et où l'espace interstellaire commence. IMAP est la sonde qui va cartographier ce mur. IMAP porte 10 instruments scientifiques, dont 3 détecteurs d'atomes neutres énergétiques, avec une sensibilité 15 à 35 fois supérieure à celle de sa prédécesseur, la mission IBEX. Ces instruments détectent des atomes neutres énergétiques, des particules créées quand les particules chargées du vent solaire interagissent avec le milieu interstellaire au bord de l'héliosphère. Ces atomes neutres volent en ligne droite vers la Terre, non affectés par les champs magnétiques, portant des informations sur les conditions à la frontière. En collectant ces atomes, IMAP peut construire des cartes du bord de l'héliosphère. De la même façon que tu pourrais photographier un mur distant en captant la lumière qui en rebondit. La mission répondra à des questions qui taraudent les héliophysiciens depuis des décennies. Quelle forme a l'héliosphère? Respire-t-elle avec le cycle solaire? Comment nous protège-t-elle des rayons cosmiques galactiques? Comment a-t-elle façonné les conditions pour la vie sur Terre? Cette dernière question n'est pas rhétorique. Des recherches ont suggéré qu'il y a jusqu'à 3 millions d'années, l'héliosphère pourrait avoir rétréci de manière dramatique. Une pression accrue du milieu interstellaire, le matériau entre les étoiles, aurait pu comprimer la bulle du Soleil si sévèrement que sa frontière se serait retirée à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Pendant un certain temps, notre planète aurait pu être directement exposée au milieu interstellaire, baignée dans les rayons cosmiques galactiques sans bouclier magnétique pour les dévier. Ce calendrier coïncide avec des changements climatiques connus et potentiellement avec des étapes clés de l'évolution humaine. L'héliosphère n'est pas juste une frontière abstraite sur un graphique, c'est un bouclier. C'est la raison pour laquelle les niveaux de radiation cosmique sur Terre sont gérables. Sans elle, la surface de cette planète serait bombardée par des particules de haute énergie venues de toute la galaxie. L'existence de l'héliosphère est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la vie complexe a pu évoluer ici. L'héliosphère se situe à environ 120 unités astronomiques, le bord de l'influence électromagnétique du Soleil. Mais seulement 2 objets fabriqués par l'homme ont jamais franchi cette frontière. Et en ce moment, en 2026, tous les 2 sont en train de mourir. Leur cœur de plutonium s'éteint. Leurs instruments sont éteints un par un. Ce sont les objets les plus distants que l'humanité ait jamais créés. Ils portent notre musique, nos salutations, nos photographies. Et ils sont sur le point de se taire pour toujours. Le 5 septembre 1977, un vaisseau spatial quitta la Terre. Il pesait environ 825 kg. Il transportait 10 instruments scientifiques, une antenne à gain élevé de 3,7 mètres, 3 générateurs thermoélectriques à radioisotopes alimentés par la désintégration du plutonium 233 et un disque d'or. Son nom était Voyager 1. Elle se trouve maintenant à environ 166 unités astronomiques de la Terre. C'est plus de 25 milliards de kilomètres. C'est l'objet fabriqué par l'homme le plus distant en existence. Rien de ce que nous avons jamais construit n'a voyagé plus loin. Et fin d'Océan de 2006, Voyager 1 atteindra un jalon qui capture l'échelle du système solaire de manière plus viscérale que n'importe quel chiffre. Elle sera à 1 jour-lumière de la Terre. Cela signifie qu'un signal voyageant à la vitesse de la lumière, la vitesse la plus rapide possible dans l'univers, mettra 24 heures pour atteindre la sonde. 1 jour complet. Et 24 heures pour revenir. Si j'envoie un ordre et que je dis « Bonjour Voyager 1 à 8 heures du matin un lundi matin », a expliqué Susan Dodd, la directrice du projet Voyager au Jet Propulsion Laboratory, je recevrai la réponse de Voyager 1 mercredi matin à environ 8 heures. Un aller-retour de 2 jours pour un simple bonjour. Et la distance croît chaque seconde. Voyager 1 s'éloigne du Soleil à environ 61-200 km/h. Elle ne s'arrêtera jamais. Elle ne ralentira jamais. Il n'y a rien là-bas pour la ralentir. Elle dérivera dans l'espace interstellaire pendant des millions d'années. Un artefact mort et silencieux portant un disque d'or que personne ne jouera jamais. Les 2 sondes Voyager, Voyager 1 et Voyager 2, dépendent de générateurs thermoélectriques à radioisotopes au plutonium 2005 for their energy.
Le plutonium se désintègre. La désintégration produit de la chaleur. La chaleur est convertie en électricité. Mais le plutonium-238 a une demi-vie de 87,7 ans. Chaque année, les générateurs produisent environ 4 watts de moins. Quand les sondes ont été lancées, elles généraient environ 470 watts chacune. Maintenant, elles en produisent beaucoup moins. Et les instruments, les ordinateurs, les chauffages, les systèmes de communication, tout a besoin d'électricité pour fonctionner. En mars 2025, la NASA a éteint le sous-système de rayons cosmiques sur Voyager 1 et l'instrument de particules chargé de basse énergie sur Voyager 2. 3 instruments scientifiques restaient sur chaque sonde. Mais le plan est déjà fixé. En 2026, l'instrument de particules chargé de basse énergie de Voyager 1 sera éteint, et le sous-système de rayons cosmiques de Voyager 2 suivra. Chaque sonde sera laissée avec 2 instruments. Le magnétomètre, qui mesure le champ magnétique de l'espace interstellaire, et le sous-système d'ondes de plasma, qui détecte les ondes et vibrations dans les particules chargées autour de la sonde. 2 instruments chacune, fonctionnant sur une énergie déclinante, mesurant les propriétés d'une région de l'espace qu'aucune autre technologie humaine n'a jamais atteinte. Les ingénieurs espèrent maintenir au moins un instrument en marche sur chaque sonde, jusque dans les premières années des années 2030. Après cela, l'énergie sera trop faible. Le dernier instrument sera éteint. La dernière commande sera envoyée. Le dernier signal s'éteindra. Et les 2 sondes continueront de dériver, sans énergie, silencieuses, à travers l'espace interstellaire, pour l'éternité. Ou du moins pour très très longtemps. Chaque Voyager porte un disque d'or. C'est un disque phonographique en cuivre plaqué or de 30 cm, enfermé dans une pochette protectrice en aluminium. Sur la couverture, des instructions sont gravées pour tout être intelligent qui pourrait le trouver, expliquant comment jouer le disque et d'où il vient. Sur le disque lui-même se trouvent 115 images codées sous forme de signaux audio. Des salutations en 55 langues humaines, 27 morceaux de musique allant de Bach à Chuck Berry, en passant par du gamelan javanais. Et des sons de la terre, le vent, la pluie, le ressac, le chant des oiseaux, un battement de cœur humain. Le disque fut la création d'un comité présidé par Carl Sagan. Il fut conçu comme un message dans une bouteille jetée dans l'océan cosmique par une espèce qui savait qu'il ne recevrait peut-être jamais de réponse. Et il ne recevra presque certainement jamais de réponse. L'étoile la plus proche que Voyager 1 croisera est une naine rouge peu lumineuse appelée AC+79-888 dans la constellation de la Girafe. Voyager passera à 1,6 années-lumière de cette étoile dans environ 40 ans. Elle ne sera pas capturée par la gravité de l'étoile. Elle n'entrera pas en orbite. Elle dérivera silencieusement dans l'obscurité et continuera dans la galaxie. Le disque d'or survivra à chaque bâtiment sur Terre. Il survivra à chaque ville, chaque nation, chaque langue, chaque religion. Il survivra au Soleil lui-même. Dans 5 milliards d'années, quand le Soleil aura gonflé en géante rouge et consumé les planètes intérieures, les sondes Voyager seront toujours quelque part dans la galaxie, portant le disque. Le cuivre ne corrodera pas dans le vide spatial, les gravures ne s'effaceront pas. Le disque persistera. Jamais joué, jamais entendu, pendant des milliards d'années. Et voici le détail qui rattache ce chapitre à l'histoire plus large de la taille du système solaire. Voyager 1 a franchi l'héliopause en août 2012. Elle a quitté l'héliosphère. Selon une définition, elle a quitté le système solaire. Mais selon une autre définition, la définition gravitationnelle, elle n'a même pas commencé à le quitter. Le nuage d'Oort s'étend à 100 unités astronomiques. Voyager est à 1,7 million. Elle a parcouru environ 0,1007% de la distance jusqu'au bord extérieur du nuage d'Oort. L'objet le plus rapide que l'humanité ait jamais lancé dans l'espace interstellaire mettra plus longtemps que toute l'histoire enregistrée de l'humanité à sortir du domaine gravitationnel du Soleil. 30 ans de dérive silencieuse à travers la coquille fantôme, passant devant les milliers de milliards de corps gelés qu'elle ne verra jamais, portant un disque qu'elle ne jouera jamais, avant de finalement
silencieusement, se libérer de l'emprise du Soleil et devenir une véritable voyageuse interstellaire. Voilà à quel point le système solaire est grand. Pas 30 unités astronomiques, pas 120. Le Soleil tient tout dans son étreinte jusqu'à 100 unités astronomiques, ou plus. Et la chose la plus rapide que nous ayons jamais construite, après presque 50 ans de vol, a couvert moins de 0,2 de 1% de cette distance. Nous sommes dans la cour d'un continent, et le continent s'étend jusqu'à l'horizon dans toutes les directions. Mais avant de nous aventurer plus loin vers l'extérieur, il y a quelque chose dans le système solaire intérieur qui mérite notre attention. Quelque chose de beau, quelque chose de temporaire, quelque chose qui est en train de disparaître en ce moment même et qui un jour sera parti pour toujours. Les anneaux de Saturne sont en train de mourir et nous avons la chance d'être vivants pour les voir. Le 23 mars 2025, les anneaux de Saturne ont disparu. Pas de manière permanente, pas physiquement. Ils ont disparu de notre vue. La position orbitale de la Terre s'est alignée précisément avec le plan des anneaux de Saturne. Et pendant une brève période, nous les regardions par la tranche. Et parce que les anneaux de Saturne, bien qu'ils s'étendent sur environ 280 km de diamètre, n'ont qu'environ 10 à 30 mètres d'épaisseur par endroit, les regarder par la tranche, c'est comme regarder une feuille de papier depuis le bout d'un terrain de football. Ils deviennent une ligne d'une finesse extrême, puis rien. Ce tour de disparition se produit environ tous les 13 à 16 ans, une conséquence de l'inclinaison axiale de Saturne de 26,7 degrés et de son orbite de 29,4 ans autour du Soleil. Ce n'est pas nouveau. Galilée lui-même l'observa pour la première fois en 1612, quand les étranges appendices qu'il avait vus flanquant Saturne à travers sa lunette naissante disparurent soudainement. Il fut déconcerté. Il n'avait pas encore compris que ce qu'il voyait, c'était des anneaux. Il pensait que Saturne avait des oreilles. Et plus un jour, les oreilles avaient disparu. Historiquement, ces passages par le plan des anneaux ont été scientifiquement productifs. 13 des lunes de Saturne furent découvertes lors de ces passages entre 1655 et 1980. Parce qu'avec la luminosité écrasante des anneaux supprimés, des objets plus faibles près de la planète devenaient visibles. L'anneau E, le plus extérieur des anneaux majeurs de Saturne, fut repéré pour la première fois lors d'un passage en 1966. Chaque fois que les anneaux disparaissent, nous apprenons quelque chose de nouveau sur le système qui les entoure. Mais la disparition de 2025 portait un poids que les précédentes ne portaient pas. Parce que nous savons maintenant que les anneaux de Saturne ne sont pas juste temporairement invisibles. Ils sont en train de mourir de manière permanente. La NASA a confirmé que Saturne perd ses anneaux à travers un processus appelé la pluie d'anneaux. Les anneaux sont principalement composés de particules de glace d'eau, allant en taille de grains microscopiques à des blocs de la taille de maison. Ces particules sont constamment bombardées par les rayons ultraviolets du Soleil et par de minuscules impacts à haute vitesse de micrométéorites. Quand cela arrive, certaines particules de glace deviennent électriquement chargées. Une fois chargées, elles ressentent l'attraction du champ magnétique de Saturne, qui se courbe vers l'intérieur en direction de la planète à la latitude des anneaux. Les particules chargées spiralent le long des lignes de champ magnétique et tombent dans la haute atmosphère de Saturne, où elles se vaporisent. James O'Donoghue, un scientifique planétaire au centre Goddard de la NASA, a calculé le débit. Nous estimons que cette pluie d'anneaux draine une quantité de produits aqueux qui pourrait remplir une piscine olympique depuis les anneaux de Saturne en une demi-heure. Une demi-heure. Toutes les 30 minutes, suffisamment d'eau pour remplir une piscine olympique pleut des anneaux vers l'atmosphère de la planète. Et ça ne s'arrête jamais. En ajoutant les données de la phase finale de la sonde Cassini en septembre 2017, quand Cassini plongea entre les anneaux et les sommets des nuages de la planète avant de se précipiter délibérément dans l'atmosphère de Saturne, un flux supplémentaire de matériaux tombant directement des anneaux les plus intérieurs vers l'équateur de la planète fut révélé.
Quand on combine la pluie d'anneaux avec cette chute équatoriale, les anneaux ont moins de 100 millions d'années à vivre. Peut-être aussi peu que 100 millions. Peut-être autant que 300 millions. Quoi qu'il en soit, à l'échelle cosmique, ils sont déjà à mi-chemin de leur fin. Et voici ce qui rend ce calendrier encore plus frappant. Les anneaux pourraient ne pas être anciens du tout. L'analyse des données de Cassini suggère que les anneaux de Saturne se sont peut-être formés il y a seulement 400 millions d'années. Si c'est correct, nous observons les anneaux environ au milieu de leur existence. Ils n'étaient pas là quand les dinosaures sont apparus. Ils ne seront peut-être plus là quand ce qui viendra après nous lèvera les yeux vers le ciel. Nous avons de la chance. Nous existons pendant la brève fenêtre cosmique où Saturne porte sa couronne. D'autres géantes gazeuses ont peut-être eu autrefois des systèmes d'anneaux similaires. Jupiter, Uranus et Neptune ont tous des anneaux fins et pâles aujourd'hui, à peine visibles même pour les caméras des sondes spatiales. Certains scientifiques ont spéculé que ces planètes avaient autrefois des anneaux aussi spectaculaires que ceux de Saturne. Des anneaux qui se sont depuis érodés par les mêmes processus qui drainent maintenant ceux de Saturne. Si c'est le cas, les anneaux de Saturne ne sont pas la norme, ils sont l'exception. Un spectacle temporaire. Un feu d'artifice cosmique qui se trouvait être en cours quand nous avons développé les yeux pour le voir. Saturne elle-même est un monde d'une échelle stupéfiante. Elle orbite le Soleil à 9,5 unités astronomiques. Environ 1,4 milliard de kilomètres. La lumière met environ 80 minutes pour l'atteindre. Une sonde met 6 à 7 ans. Saturne fait 764 fois le volume de la Terre. Tu pourrais faire tenir la Terre entière à l'intérieur de la tempête polaire hexagonale de Saturne. Un courant jet hexagonal persistant au pôle nord de la planète qui n'a aucun équivalent nulle part ailleurs dans le système solaire. La mission Cassini-Huygens, dans laquelle l'Europe et notamment la France par le CNES ont joué un rôle central, a opéré pendant 20 ans, de 1997 à 2017, dont 13 années en orbite autour de Saturne. La sonde Huygens, construite par l'Agence spatiale européenne, se posa sur Titan en janvier 2005. Ce fut le premier atterrissage dans le système solaire externe. Un exploit largement porté par l'expertise européenne et notamment française. La plongée finale de Cassini dans l'atmosphère de Saturne en septembre 2017 fut l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire de l'exploration spatiale. La sonde fut délibérément détruite pour prévenir toute possibilité qu'elle puisse un jour s'écraser sur Encelade et contaminer son océan avec des microbes terrestres. Nous avons tué la sonde pour protéger la possibilité d'une vie extraterrestre. C'est soit l'acte le plus noble, soit l'acte le plus absurde de l'histoire de l'exploration. Peut-être les deux. Uranus et Neptune, les géantes de glace, les planètes les plus distantes, sont les mondes les moins compris de notre système solaire. Une seule sonde les a jamais visités, une seule dans toute l'histoire du vol spatial. Et cette sonde est la même qui est en train de mourir dans l'espace interstellaire. Son disque d'or dérivant dans un silence qui durera plus longtemps que le Soleil. Uranus tourne sur le côté. Son inclinaison axiale est de 97,8 degrés, ce qui signifie qu'elle roule essentiellement le long de son orbite comme un ballon roulant sur le sol, tandis que les autres planètes tournent comme des toupies. Quelque chose a frappé Uranus tôt dans l'histoire du système solaire, quelque chose d'énorme. Un impacteur peut-être de la taille de la Terre, et l'a renversé. Voyager 2 est la seule sonde à avoir jamais visité Uranus. Elle la survola le 24 janvier 1986. La rencontre dura environ 5 heures et demie d'observation rapprochée. C'est tout. Tout ce que nous savons d'Uranus par exploration directe vient de 5 heures et demie de données collectées, il y a 40 ans par une sonde qui n'était même pas conçue pour l'étudier. Neptune est encore plus loin, 30 unités astronomiques du Soleil.
La lumière met 4,2 heures pour l'atteindre. Voyager 2 est arrivé le 25 août 1989. Encore une fois, la seule visite. Neptune se révéla être un monde d'une météo violente. Les vents les plus rapides du système solaire soufflent sur Neptune, atteignant des vitesses de 200 km par heure. Et puis il y a Triton, la plus grande lune de Neptune. Triton orbite Neptune à l'envers. Toutes les autres grandes lunes du système solaire orbitent leur planète dans la même direction que la planète tourne. Triton fait l'opposé. Cette orbite rétrograde est la preuve puissante que Triton n'est pas originaire de Neptune. C'est presque certainement un objet capturé de la ceinture de Kuiper, un monde qui dérivait à travers le système solaire externe et a été happé par la gravité de Neptune à un moment dans le passé profond. Voyager 2 observa des geysers d'azote jaillissant sur la surface de Triton. Des panaches sombres s'élevant à 8 km dans la fine atmosphère avant d'être cisaillés latéralement par les vents. Certains scientifiques croient que Triton pourrait avoir un océan souterrain. Encore un autre endroit où la vie pourrait théoriquement exister dans l'obscurité. Et nous n'avons aucun plan pour y retourner. L'enquête décennale de sciences planétaires 2023-2032 a classé un orbiteur et une sonde Uranus comme la mission phare de première priorité. Les géantes de glace sont le type de planète le plus courant dans la galaxie. Les relevés d'exoplanètes autour d'autres étoiles ont révélé que les planètes similaires en taille et en composition à Uranus et Neptune sont bien plus nombreuses que les géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne, et bien plus nombreuses que les planètes rocheuses comme la Terre. Comprendre les géantes de glace, ce n'est pas juste comprendre notre propre système solaire. C'est comprendre la majorité des planètes de l'univers. Et nous avons à peine regardé les 2 qui se trouvent dans notre propre jardin. Au-delà de Neptune, au-delà de la ceinture de Kuiper, au-delà même de la ceinture étendue que New Horizons a découverte, le système solaire devient quelque chose d'entièrement différent. Il cesse d'être une collection de corps en orbite et devient une question d'influence. Jusqu'où la gravité du Soleil s'étend-elle? Jusqu'où sa lumière compte-t-elle? Et à quoi ça ressemble, là-bas, au bord de tout, où le Soleil n'est qu'une étoile parmi d'autres et où l'obscurité est totale? Parlons de la lumière. La lumière est la chose la plus rapide de l'univers. Rien qui a une masse ne peut voyager plus vite. Elle se déplace à environ 300 km par seconde. Dans le temps qu'il te faut pour cligner des yeux, la lumière a voyagé de Paris à Lyon et retour près de 200 fois. La lumière est instantanée selon tous les standards de mesure humains. Et pourtant, dans le système solaire, la lumière est lente. De la Terre à la Lune, la lumière met 1,3 secondes. De la Terre à Mars, le décalage s'étend entre 3 et 22 minutes. Ce n'est plus une conversation. C'est un monologue suivi d'un long silence, suivi d'une réponse qui pourrait ne pas correspondre à ce que tu as réellement dit, parce que la situation a changé il y a 15 minutes. De la Terre à Jupiter, la lumière met 33 à 54 minutes. De la Terre à Saturne, 68 à 84 minutes. De la Terre à Neptune, environ 4,2 heures. De la Terre à Voyager 1, le signal met plus de 23 heures, presque un jour complet. Si tu criais à l'aide depuis la distance de Voyager 1, la réponse la plus rapide possible, voyageant à la vitesse maximale absolue autorisée par les lois de la physique, mettrait 2 jours à arriver. 2 jours de silence, 2 jours d'attente, 2 jours seuls. Chaque mètre plus loin du Soleil, la communication devient plus difficile, plus solitaire, plus retardée. Le système solaire impose l'isolement par la physique. Aucune technologie ne peut surmonter cela. Aucune antenne, aucun amplificateur, aucune astuce quantique. La vitesse de la lumière est un mur. Et le système solaire est bâti sur des échelles qui font de ce mur une prison. Maintenant parlons du voyage. La sonde Parker Solar Probe, à son passage le plus proche du Soleil,
atteint des vitesses de 635 km/h. C'est de loin l'objet le plus rapide jamais construit par l'homme. À cette vitesse, tu pourrais atteindre Mercure en environ 5 minutes, Vénus en environ 17 minutes, Mars en environ 3 jours et demi, Jupiter en environ 37 jours, Neptune en environ 240 jours. Mais le nuage d'Oort commence à 2,0 unités astronomiques. À la vitesse de la Parker Solar Probe, la bordure intérieure du nuage d'Oort est à environ 13 ans de voyage. La bordure extérieure, à 100 unités astronomiques, prendrait approximativement un 100 ans. Plus d'un millénaire de voyage à la vitesse la plus élevée que l'humanité ait jamais atteinte. Aucune technologie de propulsion existante ou proposée ne peut traverser le système solaire en une vie humaine si la destination est le nuage d'Oort. Tout ce que l'humanité a jamais visité, chaque planète, chaque lune, chaque astéroïde, chaque comète, existe à l'intérieur de la fraction la plus intérieure du système solaire. Le survol le plus éloigné que nous ayons jamais effectué, New Horizons à Arrokoth, a eu lieu à 44,6 unités astronomiques. Si le système solaire s'étend à 200 unités astronomiques, alors nous avons exploré environ 0,02% de celui-ci, 2/100 de 1%. Nous vivons dans la cour d'un continent, et nous n'avons pas encore atteint le mur du jardin. Tout au-delà du mur du jardin, le nuage d'Oort, la frontière interstellaire, le véritable bord extérieur, reste aussi inconnu que l'océan profond l'était pour les premiers humains qui marchaient le long d'une plage et se demandaient ce qui se trouvait au-delà de l'horizon. Et l'isolement n'est pas seulement spatial, il est temporel. Une mission vers le nuage d'Oort externe, même à des vitesses bien au-delà de tout ce que nous pouvons actuellement atteindre, prendrait des siècles. Les ingénieurs qui l'auraient conçue seraient morts avant qu'elle atteigne sa destination. La civilisation qui l'aurait lancée pourrait ne plus exister quand les données reviendraient. L'échelle du système solaire ne défie pas seulement notre technologie, elle défie notre mortalité. Elle défie la continuité de notre espèce. Le système solaire n'est pas un quartier, c'est un continent. Et nous avons exploré un seul pâté de maisons. Le reste est sombre, froid, vide et inimaginablement lointain. Et dans chaque direction que tu regardes, le vide s'étend encore et encore, interrompu seulement par de minuscules corps gelés dérivant dans un silence si profond que le son lui-même est un concept dénué de sens. Mais voici ce qui rend l'échelle du système solaire véritablement terrifiante. Ce n'est pas seulement qu'il est grand, c'est qu'il est temporaire. Tout ce dont nous avons parlé ce soir, les planètes, les lunes, les anneaux de Saturne, la ceinture de Kuiper, le nuage d'Oort, tout cela existe à cause d'un seul objet, le Soleil. Et le Soleil est en train de mourir, pas demain, pas dans 1000 ans, mais il est en train de mourir. Et quand il partira, il emportera tout avec lui. Le Soleil est une étoile d'âge moyen. Il s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années à partir d'un nuage d'hydrogène et d'hélium en effondrement. Il brûle de l'hydrogène dans son cœur par fusion nucléaire depuis lors, convertissant 620 millions de tonnes métriques d'hydrogène en hélium chaque seconde. Mais même le Soleil a ses limites. Dans environ 5 milliards d'années, il aura épuisé le combustible hydrogène dans son cœur. Quand cela arrivera, le cœur se contractera sous sa propre gravité, chauffant à mesure qu'il se comprime. La température accrue allumera la fusion de l'hydrogène dans une coquille autour du cœur, déversant de l'énergie dans les couches extérieures du Soleil. Ces couches répondront en se dilatant dramatiquement. Le Soleil gonflera depuis sa taille actuelle jusqu'à environ 256 fois son rayon actuel. Il deviendra une géante rouge. Mercure sera consumé. Le Soleil en expansion l'engloutira entièrement, vaporisant le petit monde rocheux en plasma. Vénus suivra. Et la Terre? La Terre se trouve dans la zone ambiguë. L'expansion du Soleil s'étendra jusqu'à la distance orbitale actuelle de la Terre.
Certains modèles suggèrent qu'à mesure que le Soleil perd de la masse pendant sa phase de géante rouge, l'orbite de la Terre s'élargira vers l'extérieur, la maintenant juste en avance sur la surface qui avance. D'autres modèles suggèrent que la traînée atmosphérique de l'enveloppe extérieure ténue du Soleil surmontera toute expansion orbitale, causant la spirale de la Terre vers l'intérieur et sa destruction. La réponse honnête est que nous ne savons pas si la Terre survivra à la mort du Soleil. Probablement pas. Mais la marge est assez serrée pour que les scientifiques débattent encore. Et ce n'est pas juste théorique. Nous l'avons vu arriver. En 2023, des astronomes utilisant le télescope Gemini Sud et le Zwicky Transit Facility ont observé pour la première fois dans l'histoire une étoile mourante en train d'engloutir une planète. L'événement produisit une éruption optique d'environ 100 jours, tandis qu'une planète de la taille de Jupiter spiralait dans son étoile haute. L'étoile brilla brièvement, puis redevint normale. La planète avait disparu, vaporisée, absorbée. Après la phase de géante rouge, le Soleil éjectera ses couches extérieures dans l'espace sous forme d'une nébuleuse planétaire lumineuse. Ce qui restera sera le cœur. Une boule dense à peu près de la taille de la Terre, mais contenant environ 60% de la masse originale du Soleil. Ce vestige s'appelle une naine blanche. Elle brillera faiblement, se refroidissant lentement sur des milliards d'années, rayonnant les dernières traces de sa chaleur dans le vide. Les planètes extérieures survivront à la transition, mais leurs orbites doubleront approximativement de taille à mesure que le Soleil perd de la masse. Le système solaire deviendra un endroit plus large, plus sombre, plus froid, éclairé seulement par la braise déclinante d'une étoile morte. Mais voici un détail qui a émergé de la recherche en 2025 et qui ajoute un extraordinaire post-scriptum à cette histoire. Une équipe de l'université Cornell, travaillant avec l'Institut Carl Sagan, a modélisé ce qui arriverait à Europe pendant la phase de géante rouge. En ce moment, l'océan d'Europe est enfermé sous 15 à 25 km de glace, maintenu gelé par la faible lumière d'un soleil distant de presque 800 millions de kilomètres. Mais quand le soleil deviendra une géante rouge, sa luminosité augmentera énormément. L'énergie supplémentaire fera fondre la glace d'Europe. Pendant une période pouvant aller jusqu'à 200 millions d'années, Europe pourrait avoir un océan liquide chaud à sa surface. Ouvert à l'espace, baigné de lumière. 200 millions d'années, c'est assez long pour que la vie émerge. C'est plus long que toute l'ère des dinosaures. Le dernier monde habitable du système solaire pourrait ne pas être la Terre. Ce pourrait être une lune de Jupiter. Brièvement réchauffée par la lumière mourante d'une étoile en expansion. Abritant un océan qui existe le temps d'un battement de cœur géologique avant que le soleil ne s'effondre en naine blanche et que le froid ne revienne. Pour toujours. Bien avant que le soleil ne meure, bien avant la phase de géante rouge, quelque chose d'autre arrivera. Le soleil devient progressivement plus lumineux. Sa luminosité augmente d'environ 1% tous les 100 millions d'années. D'ici le prochain milliard d'années, l'augmentation de la production solaire poussera la température de surface de la Terre au-delà du point où l'eau liquide peut exister. Les océans s'évaporeront. L'atmosphère deviendra une épaisse serre de vapeur. La vie sur Terre prendra fin. Non pas à cause de la mort du Soleil, mais à cause de son lent éclat. Nous ne sommes pas au début de la période habitable de la Terre. Nous sommes plus proches de la fin. La vie existe sur Terre depuis environ 3,8 milliards d'années. Il ne lui reste peut-être qu'1 milliard d'années. Nous sommes dans le dernier quart. L'étoile la plus proche du Soleil est Proxima du Centaure. C'est une petite naine rouge dans le système Alpha Centauri, à 4,24 années-lumière de distance. Ça a l'air d'un chiffre. Transformons-le en distance. À la vitesse de Voyager 1, environ 60 et 200 km/h, le trajet vers Proxima du Centaure prendrait approximativement 73,0 ans. À la vitesse maximale de la Parker Solar Probe, 635,0 km/h,
La chose la plus rapide que l'humanité ait jamais fait voler, cela prendrait encore approximativement 600 ans. Aucune technologie de propulsion existante ne peut livrer un vaisseau habité à l'étoile la plus proche d'une vie humaine. Pas les fusées chimiques, pas les propulseurs ioniques, pas la propulsion nucléaire thermique. Les distances entre les étoiles ne sont pas simplement grandes. Elles appartiennent à une catégorie différente de grandeur. Elles sont grandes de la manière dont l'océan est une catégorie différente de grandeur par rapport à une piscine. Tu ne peux pas traverser l'océan en nageant plus vite. Il faut une approche fondamentalement différente. Le concept le plus ambitieux à court terme est Breakthrough Starshot. L'idée est de construire de minuscules sondes, chacune ne pesant que quelques grammes, équipées de voiles solaires de plusieurs mètres de diamètre. Un réseau massif de lasers au sol, avec une puissance totale d'environ 100 gigawatts, projetterait un faisceau concentré sur la voile, accélérant la sonde à environ 20% de la vitesse de la lumière. À cette vélocité, la sonde atteindrait Proxima du Centaure en environ 20 ans. Les données du survol seraient transmises vers la Terre et arriveraient 4,24 ans plus tard. Le concept est élégant. La physique est solide en principe. Mais les défis d'ingénierie sont énormes. Le réseau de lasers n'existe pas. Le matériau de la voile, qui doit être presque parfaitement réfléchissant et incroyablement fin, n'a pas été développé. Les sondes doivent survivre aux forces d'accélération et à 20 ans de voyage interstellaire sans se dégrader. Il n'y a aucun moyen de ralentir. Les sondes traverseraient le système Proxima du Centaure à 20% de la vitesse de la lumière, collectant des données pendant quelques frénétiques secondes lors du survol, puis continueraient dans l'espace profond, pour toujours. Le système solaire est le seul laboratoire que nous ayons. Chaque réponse sur la vie dans l'univers commence ici. Si nous trouvons la vie sur Europe ou Encelade, une vie qui a surgi indépendamment de la vie sur Terre, cela signifierait que la biologie n'est pas un accident de circonstance. Cela signifierait que partout où les conditions sont réunies, la vie arrive. Et étant donné les milliers de milliards de planètes dans la galaxie, beaucoup d'entre elles dans les zones habitables de leurs étoiles, beaucoup d'entre elles avec de l'eau liquide, cela signifierait que l'univers grouille de vie. Partout. Si nous cherchons et ne trouvons rien, cela nous dit quelque chose aussi. Cela nous dit que les conditions pour la vie ne sont pas suffisantes, que quelque chose d'autre est nécessaire. Quelque chose de rare, quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Et cela rendrait la Terre et la vie qu'elle porte encore plus précieuses que nous ne le savons déjà. Nous avons voyagé de la surface de la Terre au bord du nuage d'Oort ce soir. Nous avons mesuré le système solaire à chaque échelle. Depuis les 30 mètres d'épaisseur des anneaux de Saturne jusqu'aux 3 années-lumière de diamètre du domaine gravitationnel du Soleil. Nous avons regardé nos sondes mourir dans le noir et l'avenir de notre planète écrit dans la mort des étoiles. Il reste une chose à voir, un dernier point de vue, la vue depuis l'extérieur. Partons, allons à Proxima du Centaure, à 4,24 années-lumière de distance, et regardons en arrière vers notre système solaire. Que verrions-nous? Nous verrions une étoile jaune modérément brillante, sans rien de remarquable parmi les milliers visibles dans le ciel nocturne de quelques mondes, que ce soit en orbite, autour de Proxima. Pas la plus brillante, pas la plus faible, juste un autre point de lumière. Les planètes seraient invisibles. Même avec un télescope aussi puissant que le James Webb, les planètes de notre système solaire seraient noyées dans l'éclat du Soleil. Nos signaux radio voyagent vers l'extérieur à la vitesse de la lumière depuis environ 125 ans. Depuis les premières expériences radio au tournant du XXe siècle. À la vitesse de la lumière, ces signaux ont atteint une sphère d'environ 125 années-lumière de rayon. Ça semble impressionnant, jusqu'à ce que tu réalises que la Voie lactée fait environ 100 années-lumière de diamètre.
Notre bulle radio, la somme totale de chaque émission, chaque signal, chaque transmission que l'humanité ait jamais effectuée, occupe une sphère plus petite qu'un dixième de 1% de la galaxie. Et les signaux au bord de cette sphère sont si faibles, si dilués par la loi de l'inverse du carré du rayonnement électromagnétique, qu'ils sont effectivement indétectables par toute technologie comparable à la nôtre. Depuis l'extérieur, le système solaire est invisible. Une étoile unique et ordinaire, sans compagnon détectable. Aucun signe de civilisation. Aucun signe d'eau. Aucun signe de quoi que ce soit de remarquable. Le 14 février 1990, la sonde Voyager tourna sa caméra en arrière et prit une photographie de la Terre depuis une distance d'environ 6 milliards de kilomètres. La Terre apparaissait comme un point bleu pâle inférieur à un pixel, pris dans un rayon diffus de lumière solaire. Carl Sagan écrivit au sujet de cette image avec des mots qui sont devenus peut-être le passage le plus célèbre de l'histoire de la communication scientifique. Il parla de chaque être humain ayant jamais vécu sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Mais voici ce qu'on mentionne rarement. Cette photographie fut prise d'à peine au-delà du système solaire planétaire, environ 40 unités astronomiques, pas même à la ceinture de Kuiper, pas même à l'héliopause. Une distance triviale au standard de ce dont nous avons parlé ce soir. Si Voyager prenait la même photographie depuis le nuage d'Oort, la Terre serait entièrement invisible. Le Soleil lui-même serait une étoile faible. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons construit, tout ce que nous savons serait perdu dans le noir, indiscernable du néant. Et pourtant, le système solaire n'est pas le néant. Il est inimaginablement, terrassantement vaste. Il contient plus d'eau que nous ne le savions, plus de structures que nous ne l'attendions, plus de mystères que nous ne pouvons actuellement résoudre. Il contient des océans cachés sous des lunes de glace. Il contient une coquille fantôme de milliers de milliards d'objets gelés que nous n'avons jamais vus. Il contient une paire mourante de sondes portant des disques d'or dans une éternité de silence. Il contient des anneaux de glace qui pleuvent lentement sur une géante gazeuse, disparaissant pour toujours dans la fenêtre géologiquement brève où nous nous trouvons exister. Il contient 2 planètes entières que nous n'avons visitées qu'une seule fois, pendant quelques heures, avec une seule sonde, et où nous ne sommes jamais retournés. C'est aussi le seul foyer que nous aurons pendant très très longtemps. Les distances jusqu'aux étoiles le rendent clair. Les distances à l'intérieur du système solaire aussi. Nous avons à peine exploré notre propre arrière-cour. Les 50 premières unités astronomiques sont le seul territoire que nous ayons jamais touché. Et même dans cette bande étroite, notre connaissance est criblée de lacunes et de questions et de choses que nous pensions savoir, mais qui se sont révélées fausses. Mais nous avons regardé, c'est ça la chose. Nous avons regardé, nous avons construit Voyager et l'avons envoyé vers l'extérieur. Nous avons construit IMAP et l'avons lancé pour cartographier le mur entre nous et la galaxie. Nous envoyons Europa Clipper chercher la vie dans un océan que nous n'avons jamais vu. Nous avons mesuré le nuage d'Oort sans jamais photographier un seul objet en son sein. Nous avons regardé les anneaux de Saturne disparaître et calculer quand ils seront partis pour toujours. Nous avons envoyé un compteur de poussière construit par des étudiants au bord de la ceinture de Kuiper et découvert que le système solaire est plus grand que quiconque ne le pensait. Nous sommes une espèce qui vit sur un grain en orbite autour d'une étoile ordinaire. Dans un système solaire si grand que la chose la plus rapide que nous ayons jamais construite mettra 30 ans à le traverser. Nous vivons environ 80 ans. Le Soleil brûle depuis 4,6 milliards d'années. Le nuage d'Oort s'étend sur 3 années-lumière de diamètre. Et nous, minuscules, bref, fragiles, confinés à une couche d'atmosphère fine comme du papier, sur un monde à peine visible depuis la planète voisine. Nous sommes la partie du système solaire qui sait à quel point il est grand.
Ce savoir n'est pas rien. Dans un système solaire défini par le vide, par le silence, par des distances si vastes qu'elles se moquent de chaque véhicule que nous ayons jamais construit et de chaque rêve d'évasion que nous ayons jamais nourri, le fait qu'une espèce de primate sur le 3e caillou en partant du Soleil a compris la taille de l'endroit, l'a mesuré, cartographié, nommé ses frontières, calculé son avenir, pleuré sa mortalité, puis est retourné au travail le lendemain matin. Ce n'est pas rien. C'est peut-être la plus grande chose du système solaire. Le système solaire est vaste, essentiellement vide, essentiellement obscur, mais il nous contient. Et nous, malgré toutes nos limites, sommes la partie qui a levé les yeux et demandé quelle est la taille de cet endroit, et qui, contre toute attente, a trouvé la réponse, et a continué de regarder.